Salwa Ben Aghmouch accueille un nouvel intervenant, en l'occurrence Madame Paquier, je crois. Non, c'est moi. Ah, c'est vous seul, d'accord, ok. Non, qui démarre, et après les collègues. D'accord. Et je voudrais que Madame Joubrel et Monsieur Poisson nous rejoignent, s'il vous plaît. Bienvenue à eux, avec peut-être le jingle de la part de notre régie. Bien, on va laisser Madame Joubrel procéder, et c'est elle qui a raison aujourd'hui. Laurent Poisson, vous êtes consultant, vous accompagnez les réseaux dans leur modernisation finalement. Vous êtes un ancien de chez Midas notamment. À ce moment de l'après-midi, où en êtes-vous de votre curiosité en matière de RSE? Juste le temps du fameux micro. J'ai appris plein de choses. Et puis je le dirai tout à l'heure, mais ça confirme un parallèle que j'ai en tête depuis qu'au comité scientifique on a décidé de travailler sur ce sujet, qui me paraît, qui peut être un parallèle qui pourrait éclairer la réflexion et la démarche de franchiseurs voulant avancer dans la RSE. Troisième table ronde, quel scénario pour l'avenir? Point d'interrogation, jusqu'à 17h15. Madame Joubrel, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Peut-être en termes de réverbération de pratique aujourd'hui, du côté de Sange International, dont vous êtes une directrice générale de la division produits, quelle est la contribution que vous avez envie de faire à vos collègues ici ou en ligne sur une bonne pratique ou un élément de référence finalement qui associe RSE et de Sange? Moi, l'objectif de ma participation aujourd'hui, c'était surtout de faire un partage d'expérience globale. Chez Desange, en fait, nous sommes connus comme étant un coiffeur, un franchiseur, donc avec deux enseignes, Desange et Camille Elban. Et je dirais, la RSE, elle a été initiée surtout par notre activité produit, qui est assez méconnue du grand public, puisque on fabrique nous-mêmes nos propres lignes de produits. On a nos équipes marketing qui sont basées à Paris, qui les développent, qui les imaginent, et on a ensuite notre usine qui est basée en Bretagne, qui les fabrique. Donc nous aussi, on est dans le Morbihan. Et donc cette démarche RSE, à la base, elle est venue par les produits. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un déploiement sur maintenant les salons. On emmène tous nos franchisés sur la façon d'être dans les salons, sur le tri, la collecte des déchets, sur l'utilisation de matériel éco-conçu. Enfin, à travers ce discours produit, on a plutôt un discours global, qui me semble original, puisqu'il n'est pas né d'abord par la coiffure, mais plutôt il est venu d'abord par les produits. Donc voilà. On parlera tout à l'heure dans le rebond que vous offrirez aux chercheurs de cette analyse du cycle de vie que vous avez mise en place, non seulement dans le principe, mais aussi dans le retour d'expérience, les conditions de réussite. Vous avez entendu des représentants d'Yves Rocher, également de Franprix. Dans cette filiation, qu'est-ce que vous avez envie de porter comme conviction ou comme témoignage ? Alors, moi, je suis admirative évidemment de Maël et de tout le travail qui est effectué chez Yves Rocher, parce que j'ai l'impression qu'ils ont 10 trains d'avance, forcément. Et ensuite, oui, parce que du coup, quand en effet ça part de là-haut, forcément, déjà, c'est un peu plus simple, parce que ça irradie sur tout le monde. Je ne dis pas que chez nous, notre président n'est pas concerné, mais ça ne coule pas forcément dans ses veines aussi fort que dans les veines de Brice Rocher. Et en ce qui concerne par contre l'exemple de Franprix, moi je suis un peu surprise du parti pris de la non-communication, parce que pour moi justement plus on communiquera et plus je pense ce sera facile d'amener les franchisés et de justement créer une dynamique autour de ça, puisque ça pourra aussi encourager les consommatrices à poser des questions, ou en tout cas peut-être à générer du trafic en ce qui nous concerne dans les salons. Donc moi je serais plus du principe de je fais tout pour pouvoir communiquer,
Et donc je le fais bien, parce que je ne veux évidemment pas être taxée de greenwashing ou de choses comme ça. Mais dans tous les cas, moi j'ai à cœur de communiquer, de faire savoir ce qu'on fait, parce que je pense que ça va dans le sens des attentes des consommateurs aujourd'hui, qui ont besoin d'avoir du sens et de comprendre pourquoi ils choisissent telle ou telle enseigne. Et moi, mon objectif, c'est plutôt de faire savoir les choses. Et puis ça participe à la pédagogie, vous avez raison. Tout à fait. Oui, ça encourage. Voilà. On va se téléporter dans le temps avec notre équipe de chercheurs. Et puis tout à l'heure, Madame Joubrel, on parlera aussi du poste que vous avez créé, de ce département RSE dont vous avez été l'incubatrice. Et aujourd'hui, qui il y a et peut-être nous donner des conseils de recrutement d'un responsable RSE. Chez les jeunes, ça ne doit pas être très compliqué, mais il y a aussi sûrement un bon profil de poste à émettre. Madame Benagmouche. Merci. Donc, je reprends le micro. Pour attaquer donc le dernier axe de cette recherche, donc qui pose les fondamentaux de cette troisième table ronde. Donc, quelle a été notre ambition dans le cadre de ce travail, de ce dernier axe? Nous avons en fait deux ambitions. La première, c'est d'imaginer ce qui pourrait se produire de façon durable pour les réseaux de franchise dans le champ exploré, donc la RSE, et d'imaginer par anticipation des actions à mettre en œuvre. La deuxième ambition, c'est d'accompagner les réseaux de franchise dans leur prise de décision dans le domaine de la RSE et donc à travers des recommandations de dimension stratégique et managériale. Pour ce faire, notre démarche a été la suivante. Nous avons d'abord posé un diagnostic à partir des dynamiques observées dans les réseaux de franchise, à partir de nos enquêtes, naturellement. Nous avons ensuite envisagé des scénarios de prospective. Nous avons envisagé 2 scénarios de prospective, 2 scénarios qui s'opposent. Et enfin, cela nous a permis d'identifier quelques recommandations pour les réseaux de franchise. Et avant de poursuivre, moi, avec les scénarios, je vais donner la parole à Martine, qui va développer l'aspect diagnostic. Alors, dans le prolongement donc, de ce qu'on a présenté à la fin de l'axe 1, je suis fâchée avec la manette, c'est bon. Donc les 3 postures, donc on a défini donc 3 postures, la posture passive et mécaniste, la posture active et la posture proactive. Donc ça fait un peu écho avec les 3 profils de la fin de l'axe 1. Il s'avère que si les réseaux continuent à être sur une attitude plutôt défensive, donc contraints par la loi, on s'aperçoit que dans les pratiques RSE, ce qu'ils vont mettre en place, ils vont mettre des innovations en place, mais ils vont mettre la méthode des petits pas, c'est-à-dire le juste minimum d'innovation imposé par la loi. Et la conséquence directe sur le réseau, c'est effectivement des pratiques seront peu comprises par le réseau et ils seront peu suivis par les franchisés parce que le ressenti sera négatif. Deuxième posture, la posture elle est plus active. Donc effectivement, on est dans une démarche plutôt volontariste donc de la part du réseau, avec des innovations plutôt majeures qui seront comprises de l'intérieur, mais qui ne vont pas embarquer l'ensemble des parties prenantes externes. Donc avec quelques réticences à la clé. La troisième posture, c'est là. C'est la posture la plus différenciante en termes de positionnement, puisque effectivement, les innovations, elles existent et surtout elles sont permanentes, c'est-à-dire qu'elles sont conduites, il y a cette philosophie du changement qui est complètement intégrée dans les processus. Et donc ça crée des relations d'interdépendance avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les parties prenantes internes, mais que ce soit aussi les parties prenantes externes avec les fournisseurs, les partenaires qui vont s'impliquer aussi à eux-mêmes donc cette même dynamique. Donc cette innovation permanente, ça peut être par exemple pour fabriquer toujours plus local, toujours au plus près donc des magasins. Voilà, je laisse Salwa continuer. Donc je vais poursuivre avec les scénarios.
Donc notre analyse a révélé des forces et des faiblesses, mais également des opportunités qu'il conviendrait de relever, des menaces qui pourraient se concrétiser pour les réseaux de franchise. Nous avons construit nos scénarios sur la base de ces deux caractéristiques, donc menaces, opportunités. Le premier scénario est un scénario tendanciel qui met l'accent sur une inertie des acteurs face à la stratégie RSE. Dans ces scénarios, les réseaux de franchise répondent de façon fragmentée aux exigences de la RSE. Il n'y a pas de véritable vision fédératrice de l'entreprise. Dans ce scénario, il y a une amplification des risques. Les risques s'accentuent et l'accumulation de ces risques nous laisse imaginer un futur dans lequel on assisterait à un recul, un ralentissement du modèle de franchise, de cette forme organisationnelle. Pourquoi ? Parce que les réseaux de franchise n'ont pas pris conscience de la nécessité de modifier en profondeur leur modèle pour y intégrer une stratégie RSE. Ce ralentissement inéluctable de notre point de vue. Le seul élément d'incertitude concerne le temps qui va s'écouler avant que cette crise soit ressentie par les réseaux de franchise. Dans ce scénario, on distingue deux types de réseaux. Les passifs, tels que vient de les décrire Martine, qui considèrent la RSE comme une contrainte, mais également les actifs, qui, eux, considèrent la RSE comme un levier d'ouverture, voire même un levier de dynamique interne, mais qui ne la considèrent pas comme un outil stratégique. De notre point de vue, les réseaux ici ne sont pas vraiment appropriés à la démarche RSE. Il n'y a pas ce que nous, on a appelé une acculturation à la démarche RSE. En tout cas, elle est insuffisante. Le deuxième scénario est un scénario de valorisation des potentialités. Dans ce scénario, les réseaux ont identifié les opportunités, les synergies. La stratégie RSE est co-construite avec les parties prenantes dans une démarche, dans une logique de triple bottom line telle qu'on l'a décrit dans notre introduction. Les réseaux créent de la valeur pour les parties prenantes et avec les parties prenantes, ce qui va se traduire par une augmentation des performances du réseau. Et nous, là, on entend par performance globale le fait que la performance sociale, sociétale et environnementale est au même niveau. On a distingué ici, dans ce scénario, les réseaux proactifs, les réseaux dans lesquels la RSE est irriguée transversalement dans toute la structure du réseau. Dans ce type de scénario, la RSE est intégrée à l'ADN du modèle de ces réseaux-là, du modèle de franchise. Il y a vraiment une modification du business model dans ce scénario-là et une véritable acculturation, une acculturation totale de la RSE. On est vraiment dans un changement de paradigme. Alors, vous l'aurez deviné, nous plaidons pour que les réseaux s'inscrivent dans un scénario de valorisation. Certains le sont déjà, comme on vient d'en discuter préalablement. On peut considérer dans ce scénario que le réseau de franchise est dans un écosystème avec toutes les parties prenantes. Ce faisant, la performance est une performance globale multidimensionnelle, elle devient multidimensionnelle, et la valeur créée devient une valeur plurielle. Alors quels sont les leviers sur lesquels les réseaux, les atouts sur lesquels les réseaux de franchise peuvent jouer pour favoriser leur entrée dans ce scénario de valorisation ? Il y a d'abord la confiance, la légitimité que les réseaux ont vis-à-vis de leurs parties prenantes, aussi bien internes que externes. Il y a ensuite le fait que les réseaux de franchise, et ça on a eu l'occasion d'en parler précédemment, favorisent un ancrage territorial. Il y a ensuite le fait que les réseaux de franchise sont un vecteur d'apprentissage organisationnel, et notamment à travers la transmission de savoir-faire. Et enfin, la crise que nous vivons, que nous continuons de vivre, l'a encore montré, les réseaux ont cette capacité à résister aux chocs exogènes. Ils ont su faire preuve d'une certaine agilité, voire d'une certaine résilience, notamment face à la crise. Cette dynamique stratégique, nous l'avons déclinée autour de 4 recommandations que l'on va développer, donc vers une stratégie de RSE adaptée, vers une formalisation de la RSE, vers un management hybride et inclusif et vers une stratégie inspirée versus consommateur. Et je vais démarrer par la première recommandation.
Il y a deux manières de mettre en œuvre une stratégie RSE. Elle peut être menée à un niveau global, général, et donc standardisée, homogénéisée sur l'ensemble du réseau. Elle peut être menée à un niveau plus local, hein. Là aussi on en a parlé, plus local, plus adapté aux attentes des parties prenantes, plus adapté aux besoins et aux circonstances. Nous plaidons quant à nous pour une stratégie hybride, intermédiaire, dans laquelle les enjeux fondamentaux de la RSE sont pris en compte, mais des adaptations sont mises en œuvre quand c'est nécessaire. Nous avons formalisé le processus de construction de la stratégie de RSE pour un réseau de franchise à travers 4 étapes. Déclenchement, conception, structuration et généralisation. Ces étapes peuvent être elles-mêmes regroupées autour de 2 phases, formulation et non pas formation, c'est une erreur de frappe, et mise en œuvre. Nous avons également identifié 4 niveaux d'intervention dans la mise en œuvre de la RSE. La tête de réseau, nous l'avons ici appelé le franchiseur. La direction de zone, donc ça peut être un animateur de réseau ou un master franchisé par exemple, et au niveau local, donc au niveau des franchisés. La phase de déclenchement, qui est une phase très importante, est simultanément favorisée par une impulsion de la tête de réseau, c'est important, et une découverte d'un enjeu local, nouveau, etc., pour le franchisé. Le rôle de leadership exercé par la tête de réseau est absolument primordial dans cette phase de déclenchement, dans cette phase de formulation. Et nous avons nommé en fait le franchisé entrepreneur responsable parce que c'est lui, à ce niveau de la phase de déclenchement, qui va décider ou non, en tant qu'entrepreneur, d'embarquer son entreprise dans une stratégie RSE. Je ne vais pas détailler tous les éléments, on peut revenir dessus. Ensuite, il y a la phase, bien sûr, progressivement, alors dans cette phase 1, hein, donc déclenchement, le responsable de zone n'a pas de rôle primordial. Il intervient à partir de la phase conception, puisqu'il va jouer en fait un rôle d'intermédiaire entre les ambitions de la tête de réseau et les attentes, les besoins exprimés par les franchisés. Donc ici, progressivement, les franchisés vont s'approprier, vont mettre en place des actions locales RSE, donc s'approprier la RSE. Et dans la phase de mise en œuvre, il y a quelque part une reprise en main, on va dire, de la tête de réseau, puisque à ce stade-là, il y a un travail de formalisation et d'ancrage dans la stratégie, on l'a dit tout à l'heure, dans la stratégie du réseau. Et la mise en œuvre ici est à l'initiative et organisée par la direction de zone. Et on assiste ici donc progressivement à une tendance à l'homogénéisation des actions RSE au niveau des franchisés. Cet élément est important puisqu'en fait, il faut absolument préserver l'identité de marque, même dans une généralisation, dans une mise en œuvre d'une stratégie RSE. Donc ça, c'est un risque. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, dans notre recommandation, on prône pour une stratégie adaptée aux franchisés, géographiquement, au cœur de métier, au secteur d'activité du réseau. Et je vais donner la parole à Martine, qui va justement poursuivre avec... Alors, la deuxième recommandation, elle va porter sur le savoir-faire, sans grande surprise. Donc effectivement, ça va passer par une adaptation donc, du savoir-faire. Donc communément, on distingue la notion de savoir-faire explicite avec la notion de savoir-faire implicite. Donc le savoir-faire explicite, c'est le savoir-faire qui réfère au métier du franchiseur. Donc plus la formalisation de la RSE va être présente, plus effectivement cette standardisation de la stratégie RSE va passer par des éléments donc de ce savoir-faire transmissible, que ce soit sur le métier, la partie marketing, etc. On va avoir aussi une adaptation du savoir-faire implicite. Donc le savoir-faire implicite, c'est le savoir-faire qui est beaucoup plus intuitif. Toutes les bonnes initiatives dont on a parlé de la part des franchisés, etc., toutes les routines peuvent s'inscrire dans ce savoir-faire qui va faire l'objet aussi donc d'une adaptation. C'est un savoir-faire qui est plus souple. Ceci va s'accompagner également d'une mise en œuvre d'un savoir-faire plus organisationnel pour rappeler tout ce qu'on a dit sur la dimension pédagogique, mais pas que. On a parlé aussi d'une dimension petit à petit qui va être de plus en plus importante au niveau du contrôle des franchisés. Et si besoin, il y aura donc une adaptation donc, du contrat de franchise par des outils
certains outils dont on a parlé, les outils de bonne conduite, baromètre, etc. Mais aussi pour mettre en place des outils de contrôle, parce que plus on va monter, plus on va avoir des outils de performance, on va mesurer cette performance. Donc pour mesurer cette performance, il faut effectivement qu'il y ait du contrôle et si besoin, ça sera donc intégré dans le savoir-faire. Donc globalement, on va vers une stratégie plus volontariste en termes de RSE. Et l'élément peut-être plus nouveau, au niveau donc du savoir-faire, c'est que ce savoir-faire, il ne va pas être immuable. Et qu'effectivement, on voit bien, on parle beaucoup depuis le début de l'après-midi de l'environnement, qui est plus instable, qui est plus imprévisible. Donc il va forcément amener des changements en continu et sur tous les types de savoir-faire. Donc ça, c'est peut-être un élément nouveau pour certains réseaux qui figent le savoir-faire à un moment donné. Et là, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'effectivement, il y ait un savoir-faire qui soit plutôt évolutif. Je laisse la parole à Marie-Catherine pour la 3e recommandation. Dans cette 3e recommandation, je vais aborder l'aspect managérial pour prôner un management que l'on a qualifié à la fois d'hybride et d'inclusif. Alors pourquoi hybride? Parce que l'on considère que les 4 types de management, hiérarchique descendant, relationnel, culturel et collaboratif ascendant, ne sont pas exclusifs l'un par rapport aux autres, oui, mais au contraire doivent être menés de façon dosée selon les phases qu'évoquait Salwa dans sa première recommandation. Donc, cumuler, bien entendu, des éléments de contrôle, des indicateurs de mesure qui sont plutôt hiérarchiques descendants, des éléments de sensibilisation, de dissémination tout au sein du réseau pour partager les mêmes valeurs, bien entendu, mais aussi tenir compte d'une adaptation des initiatives individuelles, locales de chacun des franchisés, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et enfin co-construire avec les franchisés et les collaborateurs, fussent-ils du siège, enfin de la tête de réseau ou des franchisés. Et pourquoi inclusif? Parce que nous pensons qu'il faut oser dans cette approche managériale inclure les parties prenantes non seulement internes, donc bien entendu les franchisés, mais aussi externes, donc associer les collectivités, les fournisseurs, les partenaires, etc., économiques, mais aussi les collectivités locales, les associations et bien entendu notre fameux consommateur. Et donc la transition est toute trouvée pour la dernière recommandation. Merci Marie-Catherine. Donc, la 4e et dernière recommandation, cancer, nous tourne autour du client. Donc on parle ici d'une stratégie RSE inspirée à destination du client. Comment? Tout d'abord en remettant le client au centre de cette stratégie RSE. Tout d'abord sous forme de quelques petits sous-recommandations managériales. Donc constitution par exemple d'un noyau de clients appartenant aux catégories individualistes, altruistes ou égo-altruistes, donc qui ont des attentes RSE différentes, et mettre en place une démarche de co-construction de la stratégie RSE avec ce type de clients, un peu à l'image des ambassadeurs de la marque qu'on retrouve dans la gestion de la relation client. Deuxième sous-recommandation concerne l'importance de la communication transparente et sans complexe autour des actions RSE. Donc on parle d'une communication pédagogique qui va valoriser les efforts de la marque, de l'enseigne, du réseau, et puis aussi embarquer le client, le sensibiliser, ce qui va permettre d'améliorer la performance de ces communications. Dernière sous-recommandation, elle s'inspire un peu de la devise qu'on connaît un peu dans le marketing international, du Think Global, Act Local. Donc c'est une stratégie RSE globale qui est définie au niveau du réseau, donc avec des déclinaisons qui sont propres aux différents magasins, qui respectent un peu les particularités locales et les sensibilités des consommateurs locaux, puis aussi des franchisés. Voilà. C'était, il me semble, tout. Ah non, ça c'est... Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, comme dans un palais de justice, Madame Joubrel, les témoins sont libres de dire ce qu'ils veulent et ensuite on les questionne éventuellement. Réaction libre de votre part? Alors, je retiendrai le dernier élément sur le fait d'impliquer tous les acteurs dans la démarche. Nous, c'est vraiment notre façon de faire, en fait, quoi qu'on décide. Dans tous les cas, évidemment, on va imaginer que l'idée où
la démarche vienne du siège, hein, donc du franchiseur, et ensuite elle est discutée en interne. Dans tous les cas, on la teste systématiquement auprès de nos salons filiales. On a de la chance d'avoir des salons en propre, ce qui nous permet de tester les idées, d'une manière générale, tester les produits aussi, mais sur l'idée, sur la démarche. Donc, on a des acteurs, enfin, en taille réelle, j'ai envie de dire, donc des managers, des coiffeurs, des coloristes. Donc, bref, on peut discuter avec eux de manière très libre. Donc une fois qu'on a fait cette démarche-là et qu'on a un peu pris la température, on se sent plus armé, mieux armé pour ensuite décliner et dérouler la démarche, l'idée, le projet auprès des franchisés. Et ça nous rend forcément plus forts parce que du coup, on sait qu'on a testé auprès d'opérationnels l'objet et du coup, on a déjà soit déjà des grands axes de réflexion, soit déjà des petits points à la marge négatifs sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc, ça nous aide. Et je dirais, et après, il peut nous arriver aussi de faire des réunions avec des franchisés influents, qui soient des masters franchisés quand ils ont plusieurs salons, soit des gens dont on sait qu'ils sont sur une région, qui rayonnent, etc. Là aussi pour tester des idées. Et on se sent forcément mieux armé une fois qu'on a déjà distillé, infusé les idées. Une fois qu'on les déroule auprès des réseaux, forcément, on a plus d'acceptation. Est-ce que vous pourriez nous faire vivre le quotidien de la personne qui s'occupe du département RSE chez vous? Qui est-elle? Que fait-elle? C'est moi. Ah, c'est vous, d'accord. Donc, c'était facile. D'accord, mais vous êtes à la fois DG et à la fois en charge, d'accord. Okay. En fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir une personne en charge de la RSE il y a quelques années, parce que c'était au départ un stagiaire, puis après il est resté en CDD, puis après, alléluia, je l'ai eu en CDI. Et en fait, c'était quelqu'un de brillant, mais qui a un petit peu commencé à s'ennuyer, parce que pas occupé à 100%, c'est bête à dire, mais mine de rien, la RSE, je pense, comme dans beaucoup de marques, j'imagine, ça touche à tellement de pans de l'entreprise. Donc c'est des RH, c'est du marketing développement produit, c'est des achats, c'est à l'usine. Enfin, donc, du coup, en fait, oui, il devait travailler avec tout le monde, mais au final, ça ne l'occupait pas 100% de son temps. Et malheureusement, quand il a décidé de partir, parce qu'il a décidé de partir pour une mission plus dimensionnante ailleurs, je n'ai pas pu le remplacer. Donc, j'ai gardé la mission auprès de moi. Et aujourd'hui, j'allais dire, je saoule, mais je ne saoule pas. J'intègre mes collaborateurs, mes plus proches collaborateurs dans la démarche pour qu'on soit plusieurs à la défendre et à la soutenir auprès des franchisés. Voilà. Parlons de l'analyse du cycle de vie que vous avez mise en place pour une catégorie de produits que vous produisez. Comment ça fonctionne, cette ACV? Quelle est la condition d'une réussite de mise en place d'un tel outil qui analyse donc l'impact environnemental de produits qu'on achète, ou en tout cas, et surtout qu'on produit, bien sûr? Alors, en effet, on a eu plusieurs démarches. On a fait un bilan carbone au niveau du groupe. Ensuite, quand on a voulu travailler sur une de nos gammes, on a cherché à... Ça, c'est toujours les équipes marketing qui ont toujours plein d'idées. Et je viens du marketing, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, on a voulu évidemment créer un concept fort, innovant. Et donc, l'impact environnemental faisait partie de ce concept. Et comme c'était une gamme qu'on relançait, qui existait déjà et sur laquelle on retravaillait et qui devait revenir différente, soit à travers le packaging, la formule, soit toute la communication, on a eu envie
de jouer sur l'environnement et plus particulièrement sur l'impact environnemental de cette gamme. Donc on a fait une analyse ACV et en effet on a travaillé sur le flacon de shampoing, pourquoi on avait choisi un nouveau flacon de shampoing, quel était son impact par rapport à l'ancien flacon de shampoing, parce il faut toujours comparer, parce qu'on ne peut pas faire une analyse sans avoir un point de départ et un point d'arrivée. On a fait ça sur le flacon de shampoing, on a fait ça sur le pot du masque. Évidemment, un pot, c'est lourd. En l'occurrence, le pot qu'on utilisait était très lourd. Il y avait du marquage à chaud, donc du marquage en argent, pardon. Donc, évidemment, ça fait très beau, mais c'est pas toujours très bon pour la planète. Bref, l'idée, c'était de mesurer quel serait l'impact de l'utilisation de ce nouveau flacon sur cette nouvelle gamme. Là, on est en 2015 à peu près. Oui, c'est ça, 2016, oui, fin 2015. Et du coup, ça nous a rendu plus forts dans la communication quand on a dit, voilà, on a choisi ce flacon parce que on utilise moins d'eau quand on le fabrique. Et comme il est moins lourd, on utilise aussi, il a un impact transport moins important. Enfin, voilà, on a le plastique utilisé aussi, on en utilise moins dans sa fabrication. Donc, bref, on avait tout un tas d'items mesurés, donc, du coup quantifiables, qui nous ont permis de dire, grâce à ce flacon, on a un impact sur la planète beaucoup moins mauvais. Et donc, ça nous a renforcé dans le concept de cette gamme dont on voulait, dont le concept reposait sur un duo techno-naturel, l'utilisation d'un actif naturel fort et d'une technologie, donc technologie de la vitamine D, de la vitamine E, des choses comme ça. Donc, et ça nous a ça construit notre discours auprès des franchisés. Agnès, ça coûte plus cher ou pas de le faire selon ces nouvelles normes? En fait, dès lors que vous faites une étude, vous faites appel à... L'étude est un investissement, mais je veux dire, aujourd'hui, la fabrication de ce pot... Non. Alors, bien sûr, derrière, il y avait un enjeu quand même économique. L'idée, c'était que, bien entendu, en termes de PRI, on soit inférieur. C'est toujours, moi... J'aime me fixer des challenges au quotidien et c'est toujours faire mieux avec moins cher. Et non, on a réussi à ce que, vous avez raison de poser la question, à ce que ce soit en plus moins cher. Donc ça, c'était très bien. Après, du coup, on était tenu sur justement une certaine forme de flacon, des choses comme ça. Mais on a obtenu aussi ce double effet qui se coule bien agréable. Laurent Poisson. Mais, comme je le disais tout à l'heure, en vous écoutant, je continue à apprendre plein de choses, donc c'est bien. Et je vous disais que depuis que cette réflexion sur la RSE avait été engagée au niveau du comité scientifique, il y a un parallèle qui m'a toujours interpellé, et tout ce qu'on vient d'entendre cet après-midi le confirme. Alors ça va nous amener dans le monde d'avant, même dans le siècle d'avant, puisque c'était à la fin du XXe. L'avantage de l'âge, c'est qu'on peut utiliser le passé pour éclairer l'avenir. Et ça me rappelle furieusement ce que j'ai vécu dans les années 80-90 autour des démarches qualité. Et les démarches qualité, c'était un enjeu au niveau industriel pour les entreprises, c'était un enjeu de survie pour certaines d'entre elles. Et celles qui n'ont pas réussi à prendre le virage n'ont pas survécu. Donc il y avait un enjeu d'existence économique, il y avait un enjeu d'image, et là on retrouve le parallèle avec la RSE. Il y avait des questions de coûts, et il y avait des grands managers qui nous expliquaient, et à juste titre, que le coût de la non-qualité était invisible, alors que le coût de la qualité paraissait visible. Donc il fallait investir, mais ça coûtait cher, alors que finalement on ne voyait pas forcément le retour. Et là on retrouve aussi la même chose. Et on pourrait aller plus loin dans cette comparaison. Il y a plein de choses qui collent là-dessus. Et dans cette réflexion, je me suis posé la question de me dire, mais en fait, quels sont si on essaye de chercher les critères qui ont fait que ça a marché, que la démarche qualité... Alors oui, il y a eu des process, il y a des process, il y a des labels, il y a des normes qui se sont créées. Bon. Et en fait, moi, les deux critères que je retiens au niveau des entreprises qui ont franchi cette étape, c'est que d'une part, c'est toujours parti d'un engagement profond et sincère du top management.
s'il n'y a pas un engagement profond et sincère, on est dans la stratégie, on est dans la politique, on est dans plein de trucs, mais ça ne va pas impacter l'entreprise. Et la deuxième chose, bien entendu ça va avec, c'est que c'est la prise de conscience que ça va tout changer dans la vie quotidienne de l'entreprise, dans les process, dans les habitudes, dans les fonctionnements, et que, puisque ça va tout changer, eh ben, ça va bousculer, quoi. Et je pense que tout ce que j'ai pu voir, entendre, lire sur la RSE répond assez bien à ça. Puisqu'on parle de franchise, en n'oubliant jamais, et ça a été vrai dans la franchise, quand on a parlé de qualité en franchise, qui est de se dire, mais en fait, la base de la franchise, c'est la duplication d'un succès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire la démonstration du succès? Bon, est-ce que une politique RSE aboutit à un succès tangible? Et c'est en complète ligne avec ce que vous venez de dire. Et puis, derrière, très bien, et comment est-ce qu'on fait adhérer les franchisés? Parce qu'on peut imaginer toutes les politiques, et vous avez fait des scénarios très intéressants, mais tout ça, à mon avis, n'a de sens que si, au bout du compte, les franchisés adhèrent en mettant du local, oui, mais on peut imaginer, bien entendu, de mettre du local, il faut mettre du dialogue. Avant même de mettre de l'adaptation locale, moi je mettrais du dialogue pour construire, avec les instances de dialogue, avec tous les systèmes qui existent aujourd'hui. Et puis la colonne vertébrale qui est le savoir-faire. Le savoir-faire qui va aller, et là je rejoins ce que nous disait Maëlle d'Yves Rocher tout à l'heure, ça commence au niveau du recrutement. Si on veut mettre de la RSE dans nos réseaux, ça commence au niveau du recrutement, du savoir-faire, de la formation initiale, du management du réseau. Et là, on retrouve ce parallèle avec la qualité. C'est que c'est quelque chose qui doit infuser l'entreprise pour aller toucher toutes les actions. Et si c'est simplement dire la messe, excusez-moi l'expression, elle est un peu directe, c'est simplement dire la messe, ben, les gens vont écouter poliment, mais ça infusera jamais dans les réseaux. Peut-être Martine de Paris, un commentaire ou un élément de traitement de cette remarque très opérationnelle de notre consultant? Non, j'adhère. Ouais. Je pense que Laurent aurait pu rejoindre le groupe de recherche. Enfin, je suis complètement d'accord. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je réfléchissais moi plus à la technologie. Quand on parle beaucoup aujourd'hui des nouvelles, enfin, elles sont plus vraiment nouvelles, mais les technologies actuelles, ce sont des outils. Et là, on voit bien, on n'est pas du tout dans le même schéma. Et en ce sens, effectivement, la qualité fait sens parce que c'est une appropriation de tous les jours de chaque individu qui vont composer cette entité donc du réseau. Voilà, et c'est pas à pas, etc. Donc oui, ça démarre par le recrutement, mais pas que. C'est effectivement, c'est tous les jours. Donc il faut rester donc dans cette lignée. Et dans votre étude, dans les échanges que vous avez eus avec les franchiseurs, est-ce que vous avez senti ces aspects qu'on vient d'évoquer et concrètement, comment est-ce que vous avez vu l'organisation? On a parlé de référents tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu, en tout cas chez certains, une organisation, une modification de l'organisation pour justement faire descendre les choses en fin de compte, et faire remonter et descendre. Ça semble assez simple quand c'est la doctrine du réseau, c'est-à-dire que tout le monde est habité par cet ADN. Donc, parce que ça veut dire, même avant quand on ne parlait pas de RSE, ça veut dire que ça existait déjà dans les réseaux. La difficulté, c'est pour les réseaux qui soit n'en ont pas confiance, qui ont effectivement une démarche RSE, mais ils ne l'ont pas formalisée, ils ne l'ont pas écrite, etc. Donc, ils se rapprochent un peu des premiers. Mais c'est pour tous les autres qui sont dans un changement, qui veulent se mettre dans un processus. C'est là où, effectivement, il y a un rôle, la tête de réseau a un rôle à jouer et doit embarquer donc l'ensemble de ses partenaire. Et avec des référents qui sont au que dire, comme on l'évoquait tout à l'heure? Oui, je l'ai présenté en action 1. Oui, le référent doit être effectivement
au CODIR et au plus près de la direction, bien sûr. Et un outil, un élément transversal aussi, qui fait le lien avec les animateurs. Enfin voilà, c'est un peu la courroie de transmission. Oui. Et c'est là qu'on voit tout l'impact au niveau du métier du franchiseur, puisque ça commence au niveau du recrutement et ça va jusqu'à l'animation et au contrôle, et on boucle la boucle complète. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros souci de sensibilisation, accès au sens, arriver à faire comprendre que c'est clé, que c'est pas contournable, etc. Et je pense qu'on n'y est pas encore. Moi, je fais une enquête chaque année auprès de 1000 salariés d'entreprises privées de plus de 250 personnes. Et en fait, il ressort de cette enquête que la plupart des personnes disent attente principale, mieux comprendre ce que ça représente, parce qu'on n'a toujours pas bien cerné. Deuxièmement, avoir une vraie formation sur le sujet en fonction de notre métier respectif, et avoir des managers qui nous en parlent et qui soient des vrais courroies de transmission, parce que le manager est perçu dans mon enquête comme le principal frein, parce que sans arrêt, il ramène à d'autres objectifs plus business, plus court terme, etc. Et donc, et moi, j'adore votre parallèle avec la qualité, je le prends souvent aussi, parce que je fais partie de ces années-là aussi. On a su déployer sur la qualité un arsenal en plus de mesures qu'on est incapable de mobiliser sur la RSE, qu'on a mobilisé sur le digital, parce que là, on a bien vu qu'il y avait une vague. Et je pense en particulier que les RH, en tout cas, pourraient nous aider aussi à déployer des modules de sensibilisation, prise de conscience. Enfin, on a un gros boulot à faire. Alors même que ces enjeux sont beaucoup plus importants que même ceux qu'on avait sur la qualité. Enfin, si je dois prendre des parallèles, on est quand même en train de se demander à quoi ressemblera le monde de demain. Et il y a des urgences à mettre en place avant 2030. Oui, la comparaison, elle était sur le process, pas sur les enjeux. C'est évident que sur les enjeux, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Ouais. Madame Joubrel, sur cette proposition de notre salle en ligne, sur la façon d'embarquer des franchisés dans une stratégie qui prend le risque d'être top-down. Alors, oui, elle prend totalement le risque d'être top-down. Je dirais, j'invente rien. Hein, je pense qu'il faut communiquer, répéter. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'interviens assez souvent auprès de nos franchisés en séminaire régional. Donc, on va en région. On a une 50aine de franchisés sur une région. Puis, on fait un peu le tour de France comme ça sur les régions. Et puis après, on a des prises de parole en national. Une fois par an, on a un séminaire avec tout le monde. Et à chaque fois que j'interviens, c'est en partie sur la RSE. Et systématiquement, je reviens sur les sujets abordés soit en séminaire régional en fin d'année, soit sur d'autres sujets. Mais je répète et je reviens sur ma stratégie. Et je l'intègre à tous les niveaux. C'est-à-dire que je fais aussi de la pédagogie, c'est-à-dire que j'explique ce qui me sert à la fois auprès des franchisés, mais auprès de l'interne. C'est à peu près le même schéma que j'ai également, que je suis également lors des comités de direction. J'ai une prise de parole, on va dire, réseau. Qu'est-ce qui se passe dans mes réseaux? Quelles sont les nouveautés? Sur quoi on travaille sur ces sujets RSE? J'ai une prise de parole produit, parce que j'ai une actualité produit assez intense. Donc j'explique sur les produits ce que je fais, quel axe de développement va prendre telle ou telle gamme, etc. Et puis ensuite, j'ai l'interne, donc un volet social ou RH, en interne, au siège, pas qu'au siège, mais partout dans les bureaux, on va dire, siège et usine. On a mis en place le télétravail suite à la crise Covid. Donc on l'a pérennisé. Donc comment ça se passe? On a fait un bilan social. Quelles sont les grandes lignes de ce bilan social? Enfin voilà, à chaque fois, j'ai toujours plusieurs leviers. Alors évidemment, quand je prends la parole auprès des franchisés, je ne vais pas raconter ce qu'on fait dans les bureaux, quoique c'est quand même important qu'ils sachent ce qui se passe, ne serait-ce que parce que peut-être qu'ils arrivent moins facilement à nous joindre, que du coup, quand ils appellent sur la ligne directe, c'est transféré sur un autre système, donc on ne répond pas au bout de 2 sonneries, mais au bout de 3 ou 4. Et du coup, ça permet d'avoir une vision globale et de dire que c'est l'affaire de tous, et pas que le leur, pas que celui de la cliente, mais vraiment, c'est le groupe en entier qui s'implique dans la démarche. Faire intervenir d'autres témoins. J'avais raconté ça à Véronique quand on a préparé, mais on a travaillé pour Carmila
qui gère des centres commerciaux, c'est ça ? Et qui commence à se doter d'une démarche RSE de plus en plus musclée. Je me dis, le jour où les... Comment ça s'appelle, des bailleurs, non ? Mettront ça dans leur contrat, cahier des charges, il y a peut-être des enseignes qui, n'étant pas au rendez-vous, ne pourront pas rejoindre ces centres commerciaux. Je pense que la pression, elle va vraiment venir de partout. Donc, et vous pouvez faire intervenir des gens de Carmignac qui viendraient raconter ça à vos équipes, etc. Ou des clients, ou éclairer leurs repères. Madame Joubrel, qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les prochains mois qui est sur le métier de cet important chantier qu'est la RSE, sur quoi vous êtes attendu? Vous avez peut-être vous-même d'ailleurs un entretien d'évaluation à l'année. Est-ce que vous devez rendre des comptes sur de futurs projets? Alors d'une manière générale, on a un actionnaire principal qui est évidemment très intéressé sur les questions de la RSE. Donc oui, bien sûr, on est attendu sur nos performances. Moi, je travaille aujourd'hui j'ai des gros enjeux au niveau produit, mais au niveau salon également, parce que là aussi encore, je relance des gammes qui vont qui suivent la loi AGEC, qui est une loi vraiment très très contraignante au niveau des produits. Le réglementaire prend un poids extrêmement aussi énorme sur les produits. On a parlé tout à l'heure de l'application Yuka, qui est une application à qui je ne dis pas merci, parce que si elle est utile à certains consommateurs, très très bien, mais en fait il faut juste savoir quelque chose, c'est que l'application Yuka par exemple permet de scanner une liste d'ingrédients présents dans un produit, très bien, mais ne dit pas de quelle manière ce produit est utilisé. Donc par exemple, si le produit est à rincer, s'il se rince, eh bien, certains ingrédients à l'intérieur sont autorisés parce qu'il est rincé. Mais Yuka ne dit pas comment on utilise le produit. Donc, s'il y a un ingrédient qui ne doit pas être rincé, mais qui est rincé, Yuka s'en fiche. Et donc, le produit va sortir rouge, par exemple. Alors qu'en fait, il est parfaitement aux normes et qu'il devrait sortir vert si on prenait en compte son utilisation. Donc, voilà, moi, mon objectif, c'est là, je travaille sur mes gammes pour qu'elles soient vertes Yuka, pour qu'elles soient 100% packaging recyclé, recyclable, pour que je n'ai plus d'étui. Enfin, voilà, je vais dans le sens du vent. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, si vous le souhaitez, c'est beaucoup de succès avec mes produits pour que ça rayonne et que ce discours prenne forme auprès des coiffeurs et auprès des consommatrices dans les salons, parce que ce sont des gammes exclusives qui ne sont présentes que chez nous. Donc, on pourra nous dire bravo, merci de Sanjay Camille Elban, vous faites des choses très très bien concernant les produits. Et après, c'est une démarche de plus en plus justement concernée dans les salons, parce que là aussi, on est très très fort sur l'hygiène. Chaque cliente qui vient chez nous a un peignoir à usage unique qui est sous film plastique. On a des brosses à usage unique qui sont sous film plastique aussi, et on fait un gros travail actuellement pour se passer du plastique, mais pour ne rien perdre en hygiène dans les salons, notamment encore plus avec cette crise de la Covid. Donc voilà, j'ai envie de dire, on a 1001 chantiers ouverts qu'on essaye de clore au fur et à mesure qu'on avance, mais voilà, mais c'est passionnant. Madame de Paris, est-ce que votre passage, je lis cette question issue de notre auditoire en ligne, Madame Benagmouche, bien sûr, si vous, pas du tout. En fait, non, pas du tout. On n'a pas du tout identifié une multiplication de commissions RSE dans les études qu'on a faites. D'ailleurs, ça va pas dans le sens de ce qu'on prône, puisqu'en fait, la RSE elle doit être initiée quand même par la tête de réseau. C'est pas la multiplication qui va faire qu'elle va être transversale au sein du réseau. Merci. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Vous venez de parler des actionnaires. Je trouve qu'il faut qu'on se dise dans cette salle que les fonds d'investissement, les sociétés de gestion, les actionnaires privés, etc., sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Moi, je ne travaillais jamais avec ce monde. Depuis 2 ans, on est assaillis de demandes de fonds d'investissement qui nous disent on a X boîtes dans notre portefeuille, il faut absolument qu'on les aide à prendre le virage de la RSE. On fait des due diligence, on a besoin d'un regard RSE dans les due deals, en plus du regard financier. Et vous qui devez lever des fonds, je pense que les banques vont être de plus en plus sensibles à ça. Les assureurs commencent à dire qu'il y a
des secteurs sur lesquels ils ne veulent plus assurer, des risques qu'ils ne veulent plus prendre en charge. Donc je pense que la dimension finance, elle est clé aussi dans les changements qu'on doit accompagner là. Alors, on travaille, quand on est une marque, un réseau, avec éventuellement des consultants. Est-ce qu'on peut travailler avec des associations qui ont ce travail de sensibilisation, rémunéré ou pas, pour que les fonctionnements des entreprises soient plus vertueux? Et quelles associations? Déjà, je pense qu'il y a des ONG qui accompagnent les entreprises. Oui, laquelle par exemple? WWF, qui travaille pas mal avec Carrefour, etc. Il y en a d'autres. Elles sont thématiques bien souvent. Oui. Ouais. Et bien après, il y a des associations, je pense, j'ai cité le Comité 21, l'Observatoire de la RSE, etc. Ils n'ont pas forcément vocation à faire du conseil, mais en même temps, ils montent des tas de groupes de travail dans lesquels vous pouvez trouver des méthodos. Il y a le C3D aussi, qui est un club de directeurs RSE. Il y a, tu pensais à autre chose? La fédération. La fédération et son arrêt aux pages de compétences. Laurent, vous vouliez conclure peut-être? Oui, en fait, il y avait, avec ce qui vient d'être échangé, il y avait deux choses qui me venaient à l'esprit. C'est que je pense qu'effectivement, la pression ne peut que croître et elle va venir de partout. Les actionnaires, les assureurs, les clients et les salariés. Parce qu'aujourd'hui, notamment avec le renouvellement des générations, de plus en plus, les jeunes sont sensibles à leur manière, mais ils sont sensibles à ça. Et ils l'expriment très directement. Et donc, je pense que la pression va s'accroître dans tous les sens. Alors, je me permets de marquer une divergence de vue avec ce que vous venez de dire. Je pense que les instances de dialogue sont absolument essentielles. Bien entendu, c'est la tête de réseau qui est responsable de la stratégie et de la marque et de la défense et de l'organisation, enfin, du savoir-faire, tous les éléments. Okay. Mais si on n'intègre pas dans la réflexion les franchisés au travers des instances de dialogue pour faire remonter les informations, les prioriser, les organiser, on va être dans un management descendant et ça va, et on n'aura pas d'efficacité. Enfin, aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer un management de réseau qui n'intègre pas, surtout sur des sujets qui impactent autant les détails de la vie quotidienne, qui n'intègre pas les instances de dialogue. On n'a pas dit l'inverse, en fait. On s'est mal compris. C'était par rapport à la est-ce que notre étude a montré une multiplication? Non, oui. Voilà. C'était par rapport à ça. Par contre, voilà. Après, on est absolument d'accord, puisqu'on prend quand même une co-construction, justement, avec les parties prenantes dans les franchisés, quoi. Madame Benagmouche, je vous propose de rester, ainsi qu'Agnès Rambaud. Je remercie Laurent Poisson et Sophie Joubrel, ainsi que Martine Deparis.